Nous allons donc passer au débat d'orientation budgétaire. Les orientations qui vous sont soumises ce soir traduisent le très grand paradoxe que connaît la ville de Nanterre. Ce paradoxe, c'est une ville qui s'appauvrit et en même temps, c'est une ville qui poursuit sa transformation dynamique. Ce paradoxe, c'est une ville qui est contrainte cette année encore de réaliser plusieurs millions d'euros d'économies pour présenter un budget en équilibre. Et c'est une ville qui continue de voir arriver sur son territoire des entreprises et des milliers d'emplois. Ce paradoxe, c'est une ville qui va être contrainte de recourir à une augmentation de la fiscalité locale sur le dernier levier dont nous disposons. Et c'est une ville qui va continuer de figurer parmi celles dont le niveau de prélèvement obligatoire pour alimenter les fonds de péréquation entre collectivités est parmi les plus élevés. Pour être précis, quand je parle d'appauvrissement de la ville, je fais référence à la réduction de nos capacités financières pour maintenir et développer le service public communal. Pour 2022, nous délibérerons en juin sur un compte administratif où l'épargne nette sera négative évaluée à ce jour à hauteur de moins 2,441 millions d'euros. Si nous en sommes là aujourd'hui, ce n'est ni à cause d'erreurs de gestion, ni parce que Nanterre serait en déclin. Si nous sommes là, c'est parce que toutes les décisions et réformes de l'État depuis une dizaine d'années, et même un peu plus, vont toutes dans le même sens, une réduction permanente des recettes de la ville. Ces décisions, vous les connaissez, c'est d'abord les réformes sur la taxe professionnelle, puis l'évolution vers une fiscalité des entreprises qui est aujourd'hui transférée à la métropole et à l'établissement public territorial, avec cette année d'ailleurs, pour aller au bout, la suppression de la CVAE par des entreprises qui va donc coûter 8 milliards à l'État et qui est un nouveau cadeau fait aux entreprises. C'est l'instauration des fonds de péréquation entre collectivités qui reste juste dans son principe, mais dont le mode de calcul injuste a considérablement pénalisé Nanterre, notamment ne tenant pas suffisamment compte du niveau social de la population. C'est encore la suppression de la dotation globale de fonctionnement qui sera de 0 € pour la troisième année consécutive, alors qu'elle s'élevait à 18 millions d'euros il y a 10 ans. Ce qui veut dire que depuis 10 ans, nous sommes confrontés à une modification structurelle d'un modèle de gestion fondé sur le développement de la ville, l'augmentation des recettes qui en résultent et la redistribution de ces recettes à la population par le service public communal. Certes, cette année, le contexte est particulièrement défavorable, avec notamment une très forte augmentation du coût de l'énergie, une augmentation du coût des produits alimentaires et le retour à une inflation que nous subissons comme les ménages. À eux seuls, ces trois éléments cumulés représentent une charge supplémentaire de plus de 8 millions d'euros. Il y a quelques années, avant les réformes dont je vous ai parlé, nous aurions fait face à ce contexte sans toucher aux services publics et sans augmenter les impôts. De la même manière, nous aurions eu les moyens d'intégrer sans difficulté majeure l'augmentation des salaires des personnels décidée par l'État, augmentation ô combien légitime après plusieurs années de gel des rémunérations. On pouvait au moins espérer que dans un tel contexte, l'État allège le poids écrasant de nos contributions aux deux fonds de péréquation et rétablisse sa dotation. Il ne l'a pas fait. On pouvait espérer, par exemple, qu'en soutien aux communes, le gouvernement et le Parlement décident de compenser partiellement ou intégralement ce que les villes populaires paient au fonds de péréquation, comme l'ont d'ailleurs demandé plusieurs associations d'élus. Ils ne l'ont pas fait. Si bien que le constat qui s'impose est brutal. C'est un véritable hold-up qui nous pénalise. Oui, un hold-up car
je n'appelle pas autrement l'acte qui consiste à nous priver d'une partie de l'argent généré par Nanterre et qui devrait être redistribué en faveur des Nantériens. Face à cette réalité, on nous objecte que Nanterre est une ville riche, avec un potentiel fiscal au-dessus de la moyenne. Je connais cet argument, nous l'avons souvent entendu dans cette enceinte, mais un argument répété en boucle n'en fait pas une vérité. Oui, c'est vrai, notre action et celle des équipes qui nous ont précédés ont fait que Nanterre a su attirer des entreprises et des emplois. Nous sommes même devenus l'une des très rares villes de cette métropole à compter aujourd'hui davantage d'emplois que d'habitants. Et durant de nombreuses années, le développement du service public communal a été rendu possible grâce à un développement de nos recettes fiscales issues des entreprises. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les réformes successives de la fiscalité économique et de l'organisation territoriale dans le Grand Paris font que lorsque de nouvelles entreprises s'installent à Nanterre, l'essentiel des recettes fiscales qu'elles génèrent ne vont pas à la commune. Face à ce bouleversement majeur, nous n'avons jamais baissé les bras et surtout nous n'avons jamais renoncé à préserver le service public communal et à poursuivre la transformation de la ville, à commencer par les quartiers qui en ont le plus besoin. Avec une forte implication du personnel communal, nous nous sommes engagés dans la voie d'un nouveau modèle capable de maintenir le cap d'une ville de solidarité qui protège les plus faibles, qui préserve des services auxquels toute la population puisse accéder et qui s'engage résolument dans la transition écologique. Je connais d'autres communes, pas très loin d'ici, qui ont été confrontées aux mêmes secousses budgétaires que Nanterre, mais qui ont apporté une toute autre réponse en fermant des équipements municipaux, en supprimant des services entiers, en démontant tous les tarifs des usagers dans des proportions considérables. Ce n'est pas ce que fait Nanterre. Nous avons engagé des économies sans fragiliser l'essentiel de notre action. Nous avons revu une partie de nos organisations sans jamais remettre en cause l'accès du plus grand nombre à la solidarité, à la santé, au logement, à l'éducation, à la culture et au sport. Le budget que nous vous présenterons le mois prochain sera dans la continuité de cette démarche. Réaliser des économies de fonctionnement avec l'objectif de maintenir l'essentiel du service public communal et de mettre en œuvre le programme sur lequel nous avons été élus. Le contexte très difficile que je viens de rappeler fait que les économies réalisées et les nouvelles recettes ne suffiront pas à couvrir l'augmentation de certaines dépenses. Pour parvenir à un budget équilibré, nous serons amenés à recourir à une augmentation du taux de la fiscalité sur le foncier bâti, le seul impôt sur lequel les communes disposent encore d'une autonomie de décision. Cet effort demandé à une partie de la population permettra de maintenir les services qui sont rendus à tous et même avec cette augmentation, Nanterre restera parmi les villes de Hauts-de-Seine où la fiscalité locale est parmi les plus raisonnables. En réalité, ce qui pénaliserait plus l'ensemble de la population serait de renoncer aux engagements que nous avons pris. Les 250 engagements concrets que nous avons pris en 2020, nous voulons les mettre en œuvre pour consolider, renforcer, développer ce qui fait de Nanterre une ville sociale, écologique et solidaire. Le budget 2023 sera mis au service de cette ambition. Il sera mis au service de la transformation des quartiers populaires. Les projets avancent. Au Parc Sud, la rénovation sociale et urbaine du secteur Picasso-Touraillot entre dans une phase décisive. Je peux vous annoncer que le samedi 18 mars, nous procéderons au lancement de la rénovation des façades d'une première tour, aux 15 allées des Demoiselles-Védillon. Ce sera une étape majeure dans l'avancée de ce projet, avec l'objectif d'entraîner tout le monde dans l'urgence de la transformation et de la rénovation du quartier. Je veux également
vous dire que la rénovation de la cité Anatole France va entrer dans les semaines qui viennent dans une étape nouvelle très concrète, avec le choix de l'entreprise par le bailleur, une présentation, débat et d'ajustement possible auprès de la population en avril, puis le démarrage du chantier. Le budget 2023 sera mis au service de toutes les solidarités, avec notamment le développement de la Maison des femmes, la construction du nouveau centre de santé, l'engagement de la ville dans l'aide alimentaire aux côtés des associations et l'ensemble des dispositifs qui font de Nanterre une ville protectrice pour les plus vulnérables. Le budget 2023 sera mis au service de la transition écologique, avec notamment la mise en œuvre du plan 5000 arbres, le développement du vélo en ville, la lutte contre les îlots de chaleur, une augmentation du bio dans la restauration collective et 2 projets ambitieux d'agriculture urbaine, l'agrandissement du parc des anciennes mairies ou encore la bourse de la transition écologique et la livraison prochaine d'un nouveau parc au Petit Nanterre, dit le Jardin japonais. Le budget 2023 sera mis au service de notre action inlassable et déterminée en faveur du logement pour tous. Ce soit encore, comme vous le faites quasiment à chaque conseil municipal, vous allez voter les garanties d'emprunt pour la construction de 83 nouveaux logements sociaux dans le quartier des Groux et vous allez adopter une actualisation de la charte des constructions neuves pour mieux mettre en œuvre notre action en faveur du logement abordable et de la mixité. Ce budget 2023 sera également mis au service de la prévention, de la médiation et de la sécurité, avec un renforcement des effectifs de la lutte contre les incivilités, le recrutement de nouveaux policiers municipaux, le maintien de nos dispositifs de médiation de jour et de nuit, ou encore l'installation de 10 caméras supplémentaires de vidéoprotection dans l'espace public. Enfin, ce budget 2023 sera mis au service d'un nouvel élan donné à la participation citoyenne, avec la perspective des assises pour la ville à l'automne 2023. Ce sera un grand rendez-vous démocratique avec les habitants, avec les associations, un dialogue sincère et de grande ampleur sur l'évolution de la ville, un moment précieux pour être à l'écoute des attentes avec la volonté d'y répondre. En résumé, avec les orientations budgétaires qui vous sont soumises, Nanterre continuera d'avancer. L'un des marqueurs forts de cette volonté, c'est notre politique d'investissement. Nous vous proposons un programme très ambitieux à hauteur de 79 millions d'euros, soit 13 millions de plus qu'en 2022, ce qui traduit bien la dynamique de la ville. Je citerai notamment les 19 millions d'euros investis dans les équipements sportifs, culturels et pour la jeunesse, les 15 millions d'euros pour la réalisation, la rénovation d'équipements d'écoles, de centres de loisirs et de crèches, les 6 millions d'euros dans les équipements sociaux, de santé et dans l'accès des personnes en situation de handicap. La réussite de Nanterre, ce sont aussi tous ces projets dont nous sommes les partenaires actifs et qui vont encore dynamiser notre ville. La réalisation d'un campus pour un établissement d'enseignement supérieur sur le site de l'ancienne école d'architecture va enfin démarrer après plus de 15 ans d'attente. La réalisation de plusieurs projets qui vont changer l'hôpital de Nanterre, la livraison cette année du programme Arboretum, le plus grand complexe de bureaux en bois. Chers collègues, ce que vivent nos concitoyens depuis plusieurs années est très difficile. C'est une succession de crises et de décisions qui entraînent de la souffrance, du désarroi et une perte de confiance. Dans une telle situation, pour toutes les Nantériennes et tous les Nantériens, l'action de la ville doit être un point d'appui, une raison de croire à l'action publique et de reprendre espoir. C'est le sens même de notre engagement. Je laisse à présent notre adjoint aux finances, Imed Azouz, nous présenter plus en détail les orientations financières de ce projet de budget 2023. Dans le prolongement de la présentation de Monsieur le maire au conseil municipal de ce soir, s'ouvre le débat
d'orientation budgétaire pour l'exercice 2023. Je vais ainsi vous présenter les éléments essentiels du rapport que vous avez reçu. Tout d'abord, un élément de contexte. Le budget 2023 s'inscrit dans un contexte inédit, avec une poussée inflationniste jamais connue depuis des décennies. Un contexte qui conduit à une envolée des prix à la consommation, passant de quasiment de 0% en 2020 à près de 7,1% en fin 2022. Cette situation n'est évidemment pas sans conséquence pour les dépenses de la ville. En effet, la ville va devoir faire face à une augmentation significative des dépenses dont l'ampleur n'est pas encore totalement certaine, particulièrement sur 3 secteurs. L'énergie, avec pour près de 6 millions d'euros. Les salaires, pour près de 4 millions d'euros, avec l'augmentation du point d'indice. Les frais financiers, pour près de 1 million d'euros, avec les marchés financiers. En même temps, Nanterre a été impacté par des pertes de ressources qui menacent toujours plus son autonomie financière. Le pouvoir fiscal limité à près de 39% suite aux réformes de fiscalité successives. Une DGF égale à 0 alors qu'en 2012, la DGF représentait près de 18 millions d'euros de recettes. Finalement, 40 millions d'euros de ressources en moins, baisse des dotations et hausse de la péréquation. Je vous propose de passer à la présentation de la section de fonctionnement. Comme je viens de le dire, les dépenses de fonctionnement connaissent une hausse inévitable. Une masse salariale qui devrait se situer autour des 27,5 millions d'euros. 127 millions d'euros. Ça va. Une dépense d'activité dont l'enveloppe au maximum est évaluée à 62 millions d'euros. Le travail d'examen des économies est en cours. Et des frais financiers en forte hausse. À présent, un focus sur la répartition de la masse salariale par ETP entre les contractuels et les titulaires. Vous pouvez aussi remarquer les répartitions de la rémunération entre charges et salaires. Un focus sur les frais financiers. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez voir notamment l'évolution des annuités d'emprunt qui progressent de près de 1 million d'euros entre 2022 et 2023. Il y a, comme vous le savez, une très forte remontée des taux depuis 2022. Les taux d'usure, qui sont les taux maximum d'emprunt, sont dorénavant actualisés tous les mois et non plus tous les 3 mois, pour prendre en compte l'accélération des hausses sur les marchés financiers. À la fin du premier trimestre 2022, les taux d'usure étaient de 1,76% contre 4,6% actuellement. Au contraire, les recettes de fonctionnement progressent moins vite. 3 millions d'euros de ressources fiscales liées essentiellement à la revalorisation forfaitaire des bases, 7,1%, décidée lors de la dernière loi de finances. Une évolution plus limitée des autres ressources, près de 400 000 euros. L'équilibre budgétaire reste à rechercher tout en garantissant la qualité des services publics. À ce stade, l'épargne nette est négative de près de 7 millions d'euros. 2 pistes sont en cours d'examen. D'une part, un travail sur l'optimisation des dépenses et des recettes. D'autre part, comme a dit M. le maire, le levier fiscal n'est pas à exclure. Je vous propose de passer à la présentation de la section d'investissement. Les chiffrages actuels des opérations d'investissement, prenant en compte les calendriers de chantier, devraient nous conduire à un niveau de 79 millions d'euros financés par les subventions, les recettes propres, les cessions et les recours à l'emprunt. Vous pouvez voir la répartition de ces 79 millions d'euros, avec pour près de 66 millions d'euros au titre de programmes pluriannuels de travaux et de 13,5 millions au titre des différents projets comme le PET, les achats de véhicules, les projets informatiques.
Comme vous pouvez le constater, malgré le contexte difficile de l'équipe municipale tient à cœur de mener à bien les projets du programme municipal et concrétiser la mutation de notre territoire. Comme par exemple les différents projets qui sont en cours, comme ce qu'on a fait, le centre de santé Juliette Ténine, dont la première pierre a été déposée il y a quelques semaines, l'avancée du projet scolaire des Groux, la réhabilitation du théâtre des Amandiers, ainsi que les autres projets comme la plantation des 5000 arbres et la migration en LED de l'éclairage public qui s'est accélérée cette année. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Nous attendrons bien sûr la discussion budgétaire finale le 20 mars prochain pour porter un avis définitif sur le budget, mais les éléments mis en avant dans ce rapport ne sont pas faits pour nous rassurer sur votre capacité à construire un budget équilibré en faisant des choix importants, clairs, parfois même en faisant des renoncements, parce que je pense qu'on va devoir le faire, et en faisant preuve sur toute créativité. Alors tout d'abord, comme à l'accoutumée, monsieur le maire, vous avez commencé votre introduction comme ça. Vous continuez à vous plaindre et à vous épancher sur la baisse progressive des recettes et à parler d'une situation financière tendue. Vous revenez une énième fois sur la baisse de la dotation générale de fonctionnement depuis 2012. Vous remettez sur la table la péréquation sans mode de calcul. Vous évoquez la CVAE, vous évoquez la CFE, etc., etc. Alors, on nie pas la réalité de ce que vous écrivez ou de ce que vous dites. On ne l'a jamais nié, d'ailleurs. Mais encore une fois, cette façon d'introduire votre budget, de présenter les choses aux non-terriens n'est pas très équilibrée, pour ne pas dire assez ambiguë. En effet, bon nombre de villes aujourd'hui en France, bon nombre de communes aimeraient pouvoir payer une péréquation comme nous payons, y compris si ce mode de calcul est en effet contestable et peut-être discuté. Et finalement, vous qui avez souvent les mots justice sociale dans la bouche, la perception de la CVAE par la métropole et sa redistribution sous forme de subvention ou encore la perception partielle de la CFE, n'est-ce pas là finalement une avancée vers davantage d'équilibre et surtout de justice entre les différentes villes dans la répartition des recettes fiscales perçues par la ville et qui sont importantes. Plus inquiétant, je trouve encore, vous faites part de votre forte mobilisation pour expliquer aux non-terriens cette situation qui, je cite, selon vous, est très préoccupante. Et pour leur expliquer que vous avez demandé à l'État le rétablissement de la DGF au niveau de 2012 ou encore le blocage des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Vous pourriez tout d'abord commencer par leur rappeler qu'à Nanterre, nous avons la chance quand même d'avoir un budget par habitant parmi les plus élevés en France, y compris si on tient compte de la péréquation. Et ça, ce n'est pas un argument, monsieur le maire, c'est une réalité. Comment qualifiez-vous alors les budgets des autres villes, des 36 000 autres communes en France, si vous jugez celle de Nanterre inquiétante? J'aimerais bien le savoir. Mais surtout, vous laissez croire aux Nantériens qu'un retour en arrière est possible ou qu'un blocage des prix est possible, alors vous savez qu'il n'en est rien. La méthode et les arguments employés sont plus que discutables, on trouve. Vous devriez surtout arrêter de regarder en arrière, de ressasser le passé et travailler pour l'avenir, celui de notre ville et des Nantériens. Car effectivement, le budget 2023, là, on vous le concède évidemment, il est très difficile à construire dans un contexte particulièrement difficile et c'est sur ça qu'on vous attend. La flambée des coûts d'énergie pour tous, ménages, collectivités, entreprises, celle de tous les autres postes de notre vie quotidienne, l'alimentation pour les ménages ou encore les matériaux, les matières premières pour les entreprises ou les collectivités comme nous, rendent l'exercice très complexe et demandent des choix forts, parfois même des renoncements, comme je vous le disais, de la créativité. Dans ce rapport, vous annoncez vouloir conserver une dynamique de projets forts et divers pour la ville, c'est très bien. Vous déclinez à nouveau les grands axes de votre programme, on l'a vu à l'instant, c'est très bien, mais sans même encore nous expliquer vraiment clairement quelles économies importantes vous allez faire pour financer tout ça. Vous reconnaissez ne pas avoir encore trouvé la solution, en tout cas partiellement, et vous annoncez déjà que la fiscalité locale pourrait être revue à la hausse, ce qui a déjà été fait à 2 reprises si je ne me trompe pas. Nous attendons donc avec impatience votre budget définitif pour discussion le 20 mars prochain. Pour finir, je reprends votre chiffre, enfin moi j'avais 7 millions, apparemment on est passé à 6. Vous estimez l'impact du coût de l'énergie de 6 millions, si je ne me trompe pas, sur la commune, ce qui est conséquent, je ne le nie pas. Pour info, on a une commune pas très loin d'ici pour laquelle cet impact sera de 4 millions, alors que son budget est de 60 millions, alors que le nôtre, je vous le rappelle, dépasse à peu près les 300 millions d'euros. Donc vous voyez, on n'est pas non plus là encore les plus à plaindre dans ce pays. Merci. Ce débat d'orientation budgétaire, il peut paraître technique. Et en réalité, on le voit chaque année, c'est un sujet très, très politique. Alors, bon, ça a été dit, je vous le redis, derrière les chiffres se cache d'abord une réalité, c'est que, ça a été dit, Nanterre est une ville riche, et je vais vous donner des chiffres, on y reviendra.
et se cache aussi, et je rejoins ce qu'ont dit aussi mes collègues, y compris de l'opposition, en parlant de choix politiques, ça reflète aussi les choix politiques que vous faites ou que vous ne faites pas dans la gestion des deniers de la ville. Et donc, nous, dans ce qu'on voit, évidemment sous réserve du vote du débat, et non pas du débat d'orientation budgétaire, on considère que, en fonction de ce budget, on n'a pas un Nanterre pour tous et on n'a pas un Nanterre durable. Alors d'abord, soyons factuels, Nanterre est une ville riche. Les dépenses réelles de fonctionnement votées en 2022, puisqu'on n'a pas le total qu'on prévoit pour cette année, c'était 261 millions d'euros. 261 millions d'euros, ça veut dire 2600 € par habitant, ce qui nous place comme la deuxième ville la plus riche par habitant après Paris. Et y compris après les retraitements dont vous faites part, la dotation globale de fonctionnement faisait 900 000 € il y a 2 ans sur un budget de 260 millions. Ce n'est pas vraiment le sujet. Vous oubliez aussi tous les dispositifs d'aide dont Nanterre bénéficie encore. On peut citer le filet de sécurité inflation dont vous avez bénéficié il y a quelques semaines. Vous ne mentionnez pas évidemment l'augmentation de 19,5% sur la compensation de la suppression de la CVAE par la hausse de la TVA. Mais globalement, oui, effectivement, Nanterre est dans un mécanisme de péréquation complexe qui lui est moins favorable que ce qu'il était il y a 10 ans. Mais Nanterre a toujours un budget de fonctionnement le plus important qui n'a jamais été historiquement. Donc encore une fois, sous réserve du budget, Nanterre est une ville riche. Ensuite, et je pense que c'est ce type de débat qu'on doit avoir dans le débat d'orientation budgétaire, parlons des dépenses de fonctionnement et essayons de voir s'il y a des marges de fonctionnement. Donc pour une ville qui, selon vous, est aux abois, voire à l'agonie, on a des charges de personnel. Alors, j'attire votre attention sur le fait que les chiffres que vous avez projetés sont légèrement différents des chiffres que vous nous avez transmis, mais ce n'est pas grave. Nanterre dispose de charges de personnel de 127 millions d'euros, donc en d'autres termes 1270 € par habitant. Et quand on prend les villes de la taille de Nanterre, la moyenne des charges de personnel pour les villes de la taille de Nanterre sont plutôt à 854 €. Donc on est, si vous voulez, à des charges de personnel qui sont 50% supérieures à la moyenne des villes comparables. Alors ça nous interroge. Est-ce que ça voudrait dire qu'on aurait un niveau de service public qui soit 50% meilleur que celui des villes comparables? Non. Non, vous dites non. Est-ce que la ville est plus propre? Non. Est-ce qu'on a des agents 2 fois mieux payés? Non. Est-ce qu'on a une police municipale qui plafonne à une demi-douzaine d'agents, là où d'autres villes, comme par exemple Saint-Denis, ont réussi sans problème à doubler leur taille dans la même période? Non. Et puis je pense que les Nantériens admettent qu'on n'a pas le meilleur service public qu'on puisse avoir. En tout cas, on n'a pas 50% de service public en plus municipal que ce qu'on pourrait avoir dans d'autres communes. Alors comment y remédier? On peut lutter contre l'absentéisme, c'est des pistes que vous connaissez. Lutter contre l'absentéisme, c'est avoir une vraie politique d'employeurs responsables, de prévention des accidents du travail, d'offre d'un meilleur cadre de travail aux employés municipaux. Et vous le savez, les économies possibles par an sont chiffrées à 8 millions d'euros, après une étude de la Chambre régionale des comptes. Vous ne parlez pas des gains permis aussi. Vous avez augmenté le temps de travail des agents municipaux il y a quelques mois, on s'en souvient. D'ailleurs, ça s'est fait dans la douleur. En tout cas, ça a été les échos de plusieurs agents. Vous ne parlez pas de l'impact budgétaire de cette hausse du temps de travail. Vous pourriez mieux récompenser aussi les agents méritants. On le voit, beaucoup d'agents de qualité, y compris d'ailleurs dans votre cabinet, quittent la mairie pour aller travailler ailleurs parce qu'ils s'estiment peut-être pas suffisamment reconnus, y compris dans leurs émoluments. On pourrait citer aussi des agents de la police municipale, par exemple, qui ont quitté récemment Nanterre. Et puis enfin, vous pourriez aussi, y compris en étant exemplaire dans les effectifs de votre cabinet, ou dans le nombre de collaborateurs de votre cabinet, donner l'exemple pour favoriser cette exemplarité. Donc, sur des charges de personnel qui sont élevées, et qui pour le coup serait une bonne nouvelle si on avait des services publics en plus, on peut faire des économies. Dans les politiques publiques, et on a déjà parlé de nombreuses fois, votre politique d'attraction des nouveaux publics par le prix de logement faible à Nanterre est-elle vraiment la solution pour faire de notre ville une ville pour tous? C'est un débat qui n'est pas simple, mais les résultats sont édifiants. D'abord, notre ville est celle qui connaît le plus d'échecs scolaires par concentration justement dans certains quartiers de publics en difficulté. On a, et je pense que c'est choquant, dans une des villes les mieux placées géographiquement, une vacance très forte du nombre de logements du parc social, pourtant dans une zone très tendue et dans des quartiers prioritaires. En construisant des logements accessibles à tous, le coût annuel, encore une fois, ça a été chiffré à peu près pour la commune à environ 6 millions d'euros par an, tandis que la réalité, monsieur le maire, et vous le savez, c'est que Nanterre n'est pas une ville mixte, c'est une juxtaposition de quartiers non mixtes. Le parc sud n'est pas un quartier mixte socialement. Non, ce n'est pas vrai. Le Mont-Valérien n'est pas un quartier mixte, je suis désolé, laissez-moi terminer. Et puis vous pourriez parfaitement atteindre ces objectifs de mixité en rééquilibrant justement la mixité dans les quartiers prioritaires et les autres quartiers, et en utilisant peut-être plus franchement les financements privés.
La politique de santé de Nanterre, on peut aussi en parler, puisque vous misez exclusivement sur le cash et les maisons de santé, qui sont une bonne chose. Mais pourquoi ne pas avoir une politique mixte qui permettrait aussi d'attirer davantage de médecins libéraux et pas simplement d'ouvrir une ou deux maisons de santé et offrir une réelle alternative pour concentrer les moyens de la commune dans les quartiers où une offre de santé est la plus faible. Là encore, les économies pourraient être chiffrées jusqu'à 8 millions d'euros par an. Vous l'avez cité, hein, la politique d'attractivité de Nanterre vis-à-vis du tissu économique. Alors, oui, il y a des projets majeurs comme l'Arboréum. On pourrait parler du bilan carbone des maisons en bois, par exemple. Mais il y a énormément de bureaux vacants dans cette ville. Et je pense qu'une des autres façons aussi de répondre aux difficultés budgétaires, c'est d'attirer encore davantage d'activités économiques. Et puis enfin, vous faites des choix libéraux, et je vais continuer. D'abord, vous externalisez de plus en plus de services au privé, face à une masse salariale que vous gardez et qui est en croissance et que vous continuez à déresponsabiliser. Je voudrais terminer, Madame Rezag. Donc vous externalisez des services au privé, tout en gardant une masse salariale qui continue à grandir, et surtout, et là je suis en accord avec Monsieur Martin, le grand sujet qui est compliqué, qui n'est pas simple, c'est de préparer la transition écologique. Et vous favorisez la stabilité financière. Moi, ça fait 3 ans que j'appelle à faire un plan d'investissement massif en faveur de la transition écologique à Nanterre, et vous faites des mesurettes. Vous annoncez 79 millions d'euros d'investissement, mais la plupart sont des investissements qui relèvent des compétences obligatoires de la commune. Il n'y a pas de grand plan de rénovation. Alors vous parlez de planter 5000 arbres, mais ces investissements ils ne permettront pas à Nanterre de faire face à la transition écologique. Et du coup, se pose toujours le même débat, et on en revient, choix politique, qui paye le prix de cette transition écologique. Bref, avec tous les atouts dont dispose notre ville, moi je trouve que ce débat d'orientation budgétaire ne révèle pas, en réalité, de politique ambitieuse, ni en matière de mixité, avec des résultats qu'on voit mitigés, certains même parlent de code de bonne conduite, ni une ville qui est en transition écologique. Je vous remercie. Il y a peu de temps, un grand esprit considéré comme supérieur de notre temps, admiré jusque dans cette assemblée par quelques personnes, a dit une phrase assez exceptionnelle: qui aurait pu prédire la crise climatique? Cette phrase, à elle seule, résume parfaitement la pensée politique en marche actuellement. On vient un peu l'entendre d'une certaine façon. Nier de façon certaine la réalité. Aux États-Unis, ça a été désigné comme l'alter-vérité. La vérité n'existe plus, les faits sont évacués, rien n'importe plus. Tout est évacué aussi vite qu'annoncé, comme par exemple des cahiers de doléances d'un grand débat national. On ne sait pas où ils sont. Enfin, si on sait où ils sont, mais on ne sait pas quoi ils ont servi. Non, mais c'est vrai, quoi. Gouverner, c'est prévoir. Mais donc, qui aurait pu prédire? Qui aurait pu prédire l'année dernière qu'après 2 années de quoi qu'il en coûte, l'État allait progressivement mettre fin aux aides en direction des activités économiques et que ça allait contribuer à provoquer une envolée des prix? Il faut relire donc certaines interventions de ce Conseil l'année dernière d'élus tellement prévoyants qui demandaient, voire exigeaient, de faire encore plus d'économies plutôt que d'augmenter un peu, à l'époque, les impôts locaux. Qui aurait pu prédire l'explosion des coûts de l'énergie? Alors que notre dépendance aux pétromonarchies du Golfe et au gaz russe était connue de tous, on nous répondait nucléaire, nucléaire, nucléaire. Nous savions parfaitement, depuis l'annexion illégale de la Crimée en 2014, que notre approvisionnement en gaz russe pouvait être considéré comme une arme géostratégique, ce qui a été fait. Qui aurait pu prédire que raser la moitié des forêts primaires du monde allait provoquer des pandémies nouvelles, dont l'une d'entre elles allait paralyser la moitié de l'humanité? C'est écrit dans le rapport Meadows, en 1972. Ça arrive, vous allez voir. Qui aurait pu prédire les effets du changement climatique sur notre ville, alors que des chaleurs étouffantes de l'été dernier auraient pu être atténuées par la végétalisation de l'espace public? À ceci, nous nous voyons systématiquement opposer la demande, notamment par l'opposition, de construction de places de stationnement gratuites sur l'espace public et entretenues par l'argent de la commune, c'est-à-dire l'argent de tous. Cette absence de vision, de connaissance des enjeux à venir, nous la subissons chaque année, à chaque débat d'orientation budgétaire. On gère mal la ville. Vraiment. Cette ville prétendument si riche, on vient encore de nous le rappeler à l'instant. J'ai écrit ce texte il y a 2 jours. Nous pourrions faire encore plus d'économies. D'ailleurs, en précisant jamais vraiment dans quel domaine. Car à part... non. À part baisser nos aides aux plus précaires, vous ne proposez aucune économie évidente. Proposer des nouvelles pistes d'investissement, c'est pas pareil.
Chaque gouvernement nous le rappelle également, hein. Eux qui chaque année présentent un budget national déficitaire, ils nous donnent des leçons de bonne gestion. Ce refrain, on l'entend donc depuis 10 ou 15 ans dans cette Assemblée. Elle est factuellement fausse, sans aucune contre-proposition. On ne vous a jamais vu tenir un contre-budget qui puisse être soumis au débat. Vous faites que des propositions en l'air, que vous ne retenez pas l'année suivante d'ailleurs. Et surtout, vous ne répondez jamais aux questions à venir. Que faire d'une ville à plus 2 degrés? Et sachant que ça va augmenter encore. Que faire? Comment faire baisser la pauvreté aujourd'hui à 20% et ça va augmenter encore? Aucun discours, aucun objectif. Seule la comptabilité et l'autosatisfaction de dire que vous auriez pu faire mieux. Vous venez de le faire à l'instant. À l'inverse du gouvernement et à l'inverse des politiques libérales, dont les seuls objectifs sont de supprimer des droits sociaux des plus faibles pour des logiques financières, c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs en ce moment sur la question des retraites. Nous devons nous organiser en faisant un choix clair de ce que nous voulons construire. André Gorz, dont le centenaire de la naissance a été fêté il y a quelques jours, expliquait que la décroissance de l'économie était déjà là et qu'elle allait s'accentuer. D'une certaine façon, c'est déjà ce que nous connaissons dans le budget communal depuis de nombreuses années. Compensation faiblement équivalente de taxes qu'on a supprimées, hein, on parle de la taxe sur les entreprises, suppression de dotation, la dotation globale de fonctionnement, ristourne fiscale imposée, par exemple, comme par exemple la taxe foncière qui est différée de 2 ans. Gorz continuait. Soit nous subissons de façon catastrophique, soit nous le choisissons de façon auto-organisée. Mes chers collègues, notre budget doit être celui de l'auto-organisation et de l'intelligence collective. La sobriété, ça n'est pas et ça ne sera jamais la mise à mal du modèle du service public. La sobriété ne peut être un prétexte aux privatisations, à la casse du modèle social, à la suppression de services rendus aux plus faibles. Préservons ce qui fait la nature même de notre mandat pour notre ville. Oui, il va falloir réduire ce qui est superflu, mais sans sacrifier ce qui fait l'essentiel. Il faut adapter le temps de nos investissements et retrouver un développement apaisé de notre ville. Poursuivons et amplifions les politiques issues du plan climat territorial. Là, on sera d'accord. Dont les effets sur notre budget sont dorénavant visibles, alors que le prix d'énergie s'envole. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire un retour. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans si on n'avait pas eu toutes ces politiques publiques qu'on a menées depuis 2007? Auto-organisons nos politiques publiques en réinventant de nouveaux droits. Oui, c'est le moment de créer de nouveaux droits, étendus à tous, parce qu'on le sait, de plus en plus de Nanterriens auront besoin d'un service communal fort et de liens sociaux nouveaux. Je pense en particulier aux vacances, que l'explosion de l'inflation rend impossible pour de nombreuses familles. Face aux crises que décidément on aurait pu prévoir, il y a ceux qui font de la technique de grands discours. Nous, écologistes nanterriens, comme depuis maintenant une génération, nous ne voulons y opposer qu'une seule chose, la sobriété des actes. Je vous remercie. Moi, je voudrais juste dire que je suis un petit peu déçue. Moi, je fais de la politique, j'ai été élue par les Nanterriens. Je suis un petit peu choquée parce qu'à chaque démarrage de conseil municipal, d'accord, on écoute tout le monde. Il y a du pour, il y a du contre, des deux côtés. On est là, il me semble, pour travailler ensemble et pour les Nanterriens. Je n'ai pas l'impression que la motivation ici de la plupart, je ne sais pas, les Nanterriens, il y a des gens qui dorment dehors, il y a des gens qui crèvent, il y a des gamins qui meurent. Je veux dire, il y a des choses à faire dans Nanterre, il y a des trottoirs où les personnes ne peuvent pas circuler, comme les personnes handicapées. Je ne comprends pas. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est critique, on se balance. Il y a des Nanterriens qui ont besoin du soutien de la majorité, du soutien de l'opposition. Moi, je n'ai pas été élue pour venir ici à un conseil municipal pour assister à une fanfare. J'ai l'impression qu'on se tire dans les pattes et à aucun moment, depuis le début de mes conseils municipaux, à aucun moment, moi je suis une humaniste, je suis sociale aussi, d'accord? On ne parle pas des gens, on ne se préoccupe même pas des gamins. On ne se préoccupe pas des gamins qui errent dans la rue. On ne préoccupe pas des accidents sur la route. On ne se préoccupe pas des accidents de vélo. On ne se préoccupe pas des personnes qui se font violenter et à qui on ne porte pas assistance. On ne se préoccupe pas des gens qui dorment dans les caves avec leurs gamins. Ouais, ça me désole et ça me choque. Alors, moi, peut-être que c'est peut-être pas le moment, mais je le dis, moi, j'ai été élue, et même si je suis à l'opposition, grâce aux Nanterriens, par rapport à leurs demandes et à leurs souhaits. Et je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui,
eh bien, on est là pour les entendre. Je n'ai pas l'impression qu'on apporte des réponses aux Nantériens. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la place à ceux qui savent, puisque le budget, ce n'est pas ma spécialité. J'ai essayé de bosser, j'ai passé beaucoup de temps, mais en fait, les chiffres, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis plutôt quelqu'un de terrain. Donc, je vais juste faire quelques petites annotations. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et il y a beaucoup de choses qui ont été très intéressantes et chacun pourra trouver son intérêt au discours de chacun. Moi, ce qui me gêne aussi sur le budget, c'est que ça ne reflète pas trop, en fait, pour moi, l'intérêt prioritaire des Nantériens. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui doivent faire des choix, de manger, de se vêtir, de se chauffer. Et moi, je ne cherche pas les responsabilités, je n'ai jamais cherché les responsabilités. En fait, on est tous responsables parce qu'on a une société où ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de chercher des responsabilités. Et je ne dis pas que vous avez cherché des responsabilités. Vous avez totalement le droit de dire, comme tous les maires de France, que vous avez eu des coupes budgétaires et que ça, c'est certain. Mais après, comme pour les familles nantériennes, quand on n'a pas d'argent, eh bien, on se serre la ceinture, on fait attention, on trouve des solutions. Et vous l'avez toujours dit, et je suis d'accord avec vous sur ce point, à Nanterre, les gens ont toujours été dignes, et dignes de leur histoire, dignes de leur parcours, et ont toujours essayé de s'en sortir. Et la ville pourra s'en sortir, mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'elle est isolée. Je trouve que Nanterre est isolée. Et je vous l'ai dit un jour, monsieur le maire, quand on était tous les deux, je ne vais pas trahir de quoi que ce soit, mais j'ai dit, vous êtes un retardateur de misère. Et effectivement, vous avez beaucoup œuvré pour retarder la misère, mais aujourd'hui, je suis désolé, mais Nanterre ne pourra jamais s'en sortir toute seule. C'est une ville qui mérite de s'en sortir, qui mérite beaucoup de choses, mais sans aide, Nanterre ne pourra pas s'en sortir. L'État doit mettre la main à la poche. Et après, je ne fais pas de la magie. Hein. Personne n'a la possibilité de dire à l'État et de faire en sorte que l'État mette la main à la poche. Mais on ne pourra pas continuer comme ça parce que tout augmente. Tout augmente. Et le fait d'avoir un budget important, c'est une chose. Je veux dire, si on prend les chiffres, voilà, il y a un budget, effectivement, il y a de l'argent. Et après, il y a aussi les investissements. Sur les investissements, ce sont des choix. Ce sont des choix politiques. Vous êtes aux manettes, la majorité, vous avez la possibilité de faire des choix. Je ne dis pas qu'ils sont bons ou mauvais, c'est vos choix. Maintenant, dans les choix, il y a aussi les Nantériens. Et vous voulez une ville pour tous et pour toutes, c'est votre droit. Et je pense que vous n'avez pas tort sur la forme. Par contre, sur le fond, quand on voit qu'au Parc Sud, il y a 98% de logements sociaux, je suis au regret de vous dire que s'il n'y a pas de possibilité de sortir de la misère aux portes de Paris, avec tout ce qu'il y a comme possibilité, avec toutes les mains tendues qu'il y a, ça sera compliqué en fait pour les Nantériens de pouvoir rester à Nanterre. Parce que comme toutes les grandes villes, comme toutes les villes d'Europe, les gens pauvres sortent des villes, des grandes villes. Et il faut dire la vérité aux gens. Je ne dis pas que vous mentez, je dis il faut dire la vérité aux gens. Aujourd'hui, ça va être très 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 dur de continuer à vivre à Nanterre. Parce que tout est fait pour que les gens n'y restent pas. Bon, c'est un exercice imposé, on a l'habitude tous les ans, mais c'est un exercice qui est nécessaire pour partager avec les habitants la situation financière de notre ville et les modalités de construction du budget pour 2023. Beaucoup de choses ont été dites. Et je disais tout à l'heure que quand on parlait des transports, que j'avais l'impression qu'on ne vivait pas tous dans la même ville. Et je retrouve un peu, à travers les échanges, des échanges autour de la construction budgétaire, cette même réflexion. On l'a dit, la construction budgétaire pour 2023 sera difficile. Elle sera même peut-être éprouvante,
pour l'ensemble des services et du personnel communal, mais aussi pour les élus qui doivent porter ce budget et notamment mettre en œuvre le programme municipal pour lequel on a été élu. Le contexte, ça a été rappelé plusieurs fois, vient perturber cette mise en œuvre. C'est d'ailleurs pour ça que en fin d'année dernière, on est allé aussi devant les Nantériens pour parler de la situation financière de la ville. Moi, quand j'entends les échanges autour de la ville riche, ça a été redit par mon collègue tout à l'heure, Julien Sage. Nanterre serait une ville riche, à croire que nous avons une cassette quelque part, un petit trésor caché que l'on a patiemment accumulé. Quand on regarde la situation de notre ville et la situation des habitants, parce que on est effectivement là pour travailler pour les Nantériens, et c'est ce que l'on fait au sein de la majorité municipale. Quand on regarde le taux de pauvreté sur notre territoire, de l'ordre de 20%, quand on regarde quelques éléments liés à la fiscalité, plus de la moitié des ménages de notre territoire ne paient pas d'impôt sur le revenu, on voit que la situation des habitants est parfois compliquée. Et donc, le rôle de notre politique, c'est de participer à une redistribution des ressources du territoire au profit des habitants qui en ont le plus besoin. On fait comment? On a le levier d'un certain nombre de politiques publiques autour de la petite enfance, autour de l'éducation, autour du sport, autour de la culture, autour de l'aménagement et du logement, et voilà, je pourrais en citer d'autres. Évidemment, toutes ces politiques qui sont portées par la municipalité, il nous faut y consacrer des moyens, et notamment des moyens en personnel. Et donc, on a fait le choix d'avoir un service public fort. Donc, la contrepartie de ce choix, c'est d'avoir un personnel au service des Nantériens. Alors, on nous dit qu'on dépense beaucoup en charge de personnel par rapport à d'autres communes, sans jamais mettre en face les services qui sont proposés par les communes en question. Certes, on peut avoir divisé par deux la charge de personnel de la collectivité. Ben, ça veut dire qu'on divisera par deux, voire plus, les services que l'on propose aux Nantériens. Et donc, ce n'est pas notre philosophie du service public communal. On ne ferait rien pour donner de l'attractivité à notre territoire, et on évoquait les problématiques de santé. Alors on verra, on a quelques délibérations autour de la santé dans ce conseil municipal, que la santé sur le territoire communal ne se limite pas à la santé portée par les centres de santé, même si c'est quelque chose de très important, et on l'a vu dans le cadre de la crise sanitaire, que les collectivités qui pouvaient s'appuyer sur un service public de santé ont pu accompagner les habitants. Mais au-delà de ce que l'on fait dans les centres de santé, la ville de Nanterre accompagne sur son territoire les professionnels de santé. Je citerai le Médipôle à Nanterre Université, qui a été soutenu par la ville. Donc c'est pas un service public de santé, c'est bien un service privé de santé qui a été soutenu par la ville. Je penserai également au Mont-Valérien, où nous avons cédé une propriété municipale pour créer un service médical de santé privé, et je pourrais citer d'autres structures, Boulevard des Bouvets, le centre de santé de Craiova. Et donc
la ville de Nanterre accompagne tous les professionnels de santé qui souhaitent pouvoir s'installer sur notre territoire. On évoquait tout à l'heure la question du logement et du logement social. Moi, je suis fier d'être dans une ville qui s'est investie autour du logement social, du logement pour tous. On évoquait, M. Drouche évoquait la situation du parc, avec un fort taux de logement social. Il faut rappeler quand même que la situation du parc n'est pas du fait de la ville, mais de l'État dans le cadre de l'aménagement du territoire de la Défense qui a, sur ce secteur-là, construit de nombreux logements sociaux. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Monsieur le maire. D'année en année, le contexte budgétaire dans lequel Nanterre évolue est de plus en plus difficile. À cette situation financière tendue, il nous faut composer avec la flambée des coûts de l'énergie et des matières premières que la commune subit de plein fouet. Depuis 2012, les gouvernements successifs ont mis en place des coupes budgétaires impactant significativement le niveau des dotations accordées aux collectivités territoriales. N'en déplaise à certains collègues de l'opposition dans leurs interventions que je trouve hors sol, il est légitime de s'interroger: est-ce que nous vivons dans la même ville? Ceci dit, il est toujours utile de rappeler et de souligner, alors que la dotation globale de fonctionnement, la fameuse DGF, de Nanterre était, comme l'a souligné Imed Azouz, à hauteur de 18 millions d'euros en 2012, elle n'a fait que diminuer depuis, pour être nulle depuis 2021. Cette perte financière est extrêmement préjudiciable pour une ville comme la nôtre. Couplée à un calcul de la péréquation fortement défavorable, ce sont 40 millions par an de pertes, ce qui pèse lourdement sur le budget communal. À cette perte s'ajoute le transfert de la dynamique fiscale avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, maintenant entièrement perçue par la métropole qui ne la reverse que sous forme de subvention qui est bien en deçà de ce que Nanterre aurait perçu si elle avait conservé cette dotation. Cette précarisation des villes populaires, voulue par les gouvernements successifs, démontre une méconnaissance des réalités du quotidien des communes. Il n'est plus concevable que les villes ayant des quartiers prioritaires, tels que le Parc Sud, le Chemin de l'Île, des quartiers populaires de la politique de la ville, soient privées des dotations qui lui sont dues à juste titre. À plus forte raison quand des villes comme Coulommiers, Auvers-sur-Oise ou Port-Marly, des communes dont le salaire moyen par habitant est 2 à 3 fois supérieur au nôtre et qui bénéficient des fonds de solidarité que nous versons. Il est temps que cette injustice s'arrête. Cette situation ne peut pas perdurer dans le temps. Les communes populaires telles que Nanterre sont prises à la gorge et sont de moins en moins en capacité d'investir dans des secteurs prioritaires comme l'aide à l'emploi, l'éducation, l'accès à la santé et à la culture. Et ce ne sont pas les dispositifs de soutien mis en place par l'État qui peuvent aider. Nous ne pouvons pas en bénéficier tellement les contraintes en termes de critères sont fortes. Il convient d'insister que ces nombreux facteurs sont défavorables pour notre ville, créant un écart important entre le dynamisme de Nanterre, ses ambitions et la diversité de ses projets, et la situation financière qui la percute. Cette situation nous oblige à réaliser, ça a été dit, des économies en veillant le plus possible
à maintenir au même niveau les services communaux, qui est un élément majeur d'égalité, de solidarité et de l'identité de Nanterre. À ce stade, et pour redonner des moyens d'action, il est vital de rétablir la dotation de l'État à la ville au niveau où elle était en 2012, de mettre en place un calcul et une répartition plus juste des dotations, des fonds de solidarité, de bloquer les prix de l'énergie et des prix alimentaires et d'augmenter le fonds vert. Ce sont ces mesures qui permettront d'accompagner les communes face aux difficultés qu'elles rencontrent aujourd'hui. Je vous remercie. Je voudrais juste pointer quand même, parce que c'est quand même assez dur d'entendre les propos que l'opposition a pu avancer. Et je voudrais redire qu'à Nanterre, nous ne sommes pas une ville riche au regard de la population qui la compose. Nous sommes une ville avec un service public local développé. C'est son histoire. Les municipalités successives ont œuvré pour répondre aux besoins d'une population. Cette population, c'est une population populaire et modeste pour une large part. 21% de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Nous ne construisons pas de trottoirs en or, nous n'avons pas de dépenses somptuaires. L'argent de la ville est consacré aux Nantériens. Alors nous mettons en place des services publics en direction des familles, des enfants, et évidemment très supérieur à ce qui existe dans d'autres villes. Donc ça a été cité, la santé par exemple, les dispositifs après l'école en direction de tous les enfants, les investissements dans le logement absolument indispensables pour que les populations nantériennes, et notamment les plus jeunes, puissent rester dans leur ville. On appelle ça, nous, le droit à la cité, mais ça passe par des investissements publics. Non, toutes les villes de France n'investissent pas de la même manière et n'ont pas une qualité de service public, oui, des services publics aussi développés que la ville de Nanterre. Ça s'inscrit dans une longue histoire. Et évidemment, ce sont les villes qui sont les plus investies dans le service public, qui sont les plus durement touchées par ces baisses de dotation, qui ne prennent pas en compte la sociologie des populations qui composent les villes. Et c'est ça dont pâtit Nanterre, et c'est ça que nous dénonçons et que nous trouvons injuste. Comprenez-le bien. Je vous remercie. Moi, tout ce qui est handicap, je peux vous assurer que la ville, ainsi que mes collègues et moi-même, on travaille vraiment là-dessus, que l'accessibilité, elle est partout. Franchement, je me donne à fond là-dessus. Et je n'ai jamais refusé qui que ce soit de venir à me rencontrer, et encore moins vous, de venir me rencontrer et travailler ensemble. Je ne suis pas contre un travail en commun. Donc, moi, je dis stop, quoi. Il faut arrêter toutes ces choses-là que vous dites parfois en disant on ne peut pas travailler avec la majorité. Si, on peut travailler avec la majorité. On est ouverte à travailler avec vous. On n'est pas contre. Moi, la première, et puis ainsi que mes collègues. Ensuite, je vais revenir sur un autre point que à chaque fois qu'on vient dans le conseil municipal, à chaque fois, vous vous dites la ville, elle est riche. Vous croyez vraiment, si on était riche, monsieur, est-ce qu'on ne ferait pas les choses pour les concitoyens sur notre ville? Est-ce qu'on n'est pas à ce point-là, on n'est pas conscient de ça? Si on était vraiment riche, on travaillerait, franchement, on ferait plein de choses. Alors arrêtez de dire que la ville, elle est riche, comme mes collègues l'ont dit, et surtout au niveau d'aussi services comme Habitat, où je tire mon chapeau aussi, fait un énorme travail pour l'accessibilité. Voilà ce que je voulais dire, parce que ça me tapait un peu sur les nerfs, quoi, je vous le dis sincèrement. Ça me paraît indispensable de rassurer Madame Boussissi sur l'engagement très fort de la ville à travers son CCAS. Notamment avec le travail très précis que font les assistants sociaux scolaires. La ville, je le rappelle juste, la ville de Nanterre est une des rares villes en France à avoir des travailleurs sociaux scolaires. Et je voudrais juste donner à titre d'exemple ce qui s'est passé sur l'année 2022. Il est arrivé que les travailleurs sociaux scolaires demandent la prise en charge par la ville de nuitées d'hôtel pour des familles avec des enfants qui se retrouvent à la rue parce que le SIAO ne répond pas et ne propose pas d'hébergement à ces familles. Première chose. Deuxième chose, je salue aussi le travail énorme d'accompagnement social fait par les travailleurs sociaux, logement et vie quotidienne qui tiennent des permanences dans les centres socio et culturels dans chaque quartier de Nanterre et qui accompagnent les familles pour bénéficier des dispositifs départementaux de maintien dans leur logement ou d'accès au logement. Et ça suppose un travail d'accompagnement
social très fin. J'ai pu lire des rapports sociaux d'accompagnement de ces familles. C'est un travail quotidien de suivi. Et sans ce travail, et grâce à ce travail, on a pu éviter de nombreuses expulsions locatives. Ce sont deux exemples qui me paraissaient indispensables de souligner aujourd'hui. J'ai été assez triste d'entendre ce que j'ai entendu ce soir. On va clore ce débat. Donc chacun a pu exprimer son point de vue sur le budget à venir de la ville. Moi, je veux simplement rajouter peut-être deux, trois mots. D'abord, une chose. Donc l'État, le gouvernement, vient de décider de supprimer l'un des impôts que supportaient les entreprises en direction des collectivités territoriales, la CVAE. Ça fait 8 milliards d'euros. Évidemment, l'État va être obligé de compenser aux collectivités territoriales ces 8 milliards d'euros. Mais très sincèrement, au lieu de compenser les 8 milliards, aurait-il pas mieux valu continuer de demander ces 8 milliards aux entreprises, ce qui franchement ne les met pas sur le tapis, puisque lorsqu'on voit les profits qui sont annoncés, et nous donner, pas qu'à nous Nanterre, mais à l'ensemble des collectivités territoriales, les 8 milliards concernés, c'est 8 milliards chaque année. Ce n'est pas 8 milliards une année, c'est 8 milliards chaque année. Vous voyez, je ne parle pas que de Nanterre, mais ce que toutes les villes auraient pu faire en France avec 8 milliards supplémentaires. Évidemment, on ne peut pas faire des cadeaux aux entreprises successives. Ces dernières années, elles ont été extraordinaires, et en même temps donner les moyens aux collectivités territoriales. Et donc, à l'arrivée, on est tous perdants. Toutes les villes, toutes les collectivités territoriales sont perdants. Alors après, il y en a qui perdent un peu plus que d'autres. Pourquoi ? Nanterre est une ville mixte. Nanterre, c'est une ville où 50% de la population, ce sont des ouvriers et des employés, et 50% sont des ingénieurs, des cadres, des techniciens et des professions intermédiaires. À Nanterre, 50% des logements sont privés et 50% des logements sont publics. C'est aux autres villes qu'il faut vous adresser sur la question de la mixité. C'est elles qui ne sont pas mixtes. Prenons une chose. Le taux de pauvreté qui a été évoqué tout à l'heure. Sur l'ensemble de la métropole, l'ensemble des 131 villes de la métropole du Grand Paris, il est à 17% ce taux. À Nanterre, il est à 20%. Mais à combien il est dans les villes qui nous entourent ? À Rueil, à la Garenne-Colombes, à Levallois, à Neuilly. Il est à 8%. Bien sûr, ce n'est pas possible de continuer de développer une métropole, puisque M. Drouche parlait tout à l'heure, on nous disait vous êtes seuls. Nous ne sommes pas seuls, mais ce n'est pas possible de continuer de développer une métropole dans laquelle une partie des villes refusent systématiquement de reloger des gens pauvres, des ouvriers, des employés, ceux qui travaillent, y compris dans les services qu'on a vus indispensables pendant, et puis qui laissent à d'autres. Alors, est-ce que l'État y tient compte de cela ? Mais par exemple, lorsque vous construisez du logement social dans votre ville, pendant 25 ans, les offices concernés ne paient pas d'impôt sur le foncier bâti. 25 ans. Est-ce que vous croyez que l'État compense aux villes qui ont ces logements sociaux, qui font l'effort de construire ces logements sociaux et dont les populations ont effectivement besoin plus d'aide que les autres? Est-ce que vous croyez que l'État, il compense ça? Jamais. Il a fallu attendre cette année, en 2021, dans une commission dans laquelle j'étais, à la commission Rebsamen sur le logement, pour qu'on obtienne qu'à partir de 2021, et ce seulement jusqu'en 2025, pour tous les programmes de logements sociaux qui vont sortir, donc si c'est permis 2021, ça sera donc en 2023, on aura la compensation. Mais vous voyez, vous êtes plus en gros, vous êtes une ville qui construisait, qui accueillait la diversité des populations dans votre ville, plus vous êtes pénalisé. Et la question, bien sûr qu'on n'est pas tout seul, et avec un certain nombre d'amis, nous allons nous battre, par exemple, pour que toutes les villes de la métropole s'engagent à construire
chaque fois qu'ils construisent 10 logements, qu'ils en construisent 3 qui soient dans du logement social. Si toutes les villes de la métropole, toutes, à chaque fois qu'ils construisent 10 logements, on construise 3 en logements sociaux, eh bien, non seulement on va résoudre la crise du logement social, mais cette métropole va être un peu plus égalitaire, un peu plus solidaire, et donc, du coup, effectivement, on va avancer dans un pays, dans une métropole, où on aura plus envie de vivre ensemble. Et puis, oui, bien sûr qu'il y a des quartiers dans lesquels on a un héritage compliqué, comme ça a été dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, vous savez qu'on a engagé un plan de transformation, je ne vous entends pas en parler, mais d'abord on a montré qu'on était capable de le faire au Petit Nanterre, dans le quartier de l'université, et on va le faire dans le quartier des Touraillots. D'ailleurs, dans le quartier Parc Sud et des Touraillots. D'ailleurs, c'est Nanterre qui a fait, c'est à la demande de Nanterre, que le règlement national de l'Agence nationale de rénovation urbaine a été modifié pour permettre la transformation de tours qui sont actuellement en logement social dans leur quasi-totalité en une partie de logement intermédiaire et une partie de logement en accession à la propriété. Et j'espère, tous que vous êtes ici, puisque il y a quelques semaines même, le chantier a failli ne pas démarrer, notamment parce que l'office départemental voulait sortir du navire. Elle voulait sortir du navire. Et nous avons obtenu des financements supplémentaires de la part de l'ANDRU, 17 millions d'euros, et j'en suis fier. Je suis fier de m'être battu. C'est la première fois dans ma carrière de maire que quand on demande 17 millions d'euros, on obtient 17 millions d'euros. Donc je suis content, pas pour moi, mais pour les habitants du quartier du Parc Sud, puisqu'on va mettre la DIMAC. Mais j'espère, et prenez vos téléphones, tous les uns et les autres, et appelez vos amis qui sont à l'office départemental pour leur dire, parce que l'office départemental, sur le quartier du Parc, c'est 60% du patrimoine. Le drame d'ailleurs du quartier du Parc, c'est que ce soit l'office départemental qui soit majoritaire sur ce territoire. Donc, prenez vos téléphones, appelez l'office départemental, appelez son directeur, appelez ses administrateurs, dites-leur qu'ils ont l'argent aujourd'hui pour engager la rénovation des tours et apporter la transformation, le rééquilibre social, la diversité sociale que nous pouvons apporter. Après ça, on peut ne pas être d'accord sur la manière dont on utilise telle ou telle somme. Mais là, on est au cœur du problème. Est-ce que oui ou non, on va être capable de bâtir ensemble une métropole solidaire, ou est-ce que c'est, avec la plupart de vos amis politiques, les villes arc-boutées sur le égoïsme et en plus qui se permettent de critiquer les autres? Merci à vous. On ne vote pas le rapport d'orientation budgétaire, on vote simplement le fait qu'il a bien été présenté.